Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Obsesse, l'émission qui décrypte vos addictions. Cette semaine, une addiction qui nous touche tous et toutes à différents niveaux. Les addictions à la nourriture. Les troubles alimentaires compulsifs se regroupent en 3 grandes familles, l'anorexie mentale, la boulimie et la compulsion alimentaire. En France, ces troubles sont de plus en plus fréquents et c'est un problème qui s'est généralisé à l'international sur les 20 dernières années. On compte en France environ 1 300 000 cas recensés de troubles alimentaires compulsifs. 500 000 d'entre eux souffrent de compulsions alimentaires, 400 000 sont boulimiques et 230 000 sont anorexiques. Les femmes sont les premières touchées. 97% des anorexiques sont de sexe féminin, 70% pour la compulsion alimentaire et jusqu'à 99% pour la boulimie. Les troubles alimentaires touchent globalement des jeunes, en particulier les moins de 35 ans et en grande majorité les moins de 25 ans. À l'heure des plats préparés et de la nourriture sous cellophane et industrialisée, l'alimentation du XXIe siècle est devenue plus insidieuse. Selon de nombreuses études à travers le monde, 1 personne sur 10 serait touchée par une addiction au sucre et aux graisses. Au sommaire cette semaine, nous accueillerons sur le plateau d'Obsesse Yasmine qui nous racontera son combat contre un de ses troubles alimentaires. Pour compléter son témoignage dans cette émission, nous sommes allés chez une famille avec une nutritionniste pour tenter de comprendre ce qui peut déclencher une addiction. Donc nous avons ensuite voulu voir ce que valaient les régimes miracles des célébrités et pour ce faire, nous avons rencontré un traiteur paléolithique. Alors, nous avons donc sur le plateau Yasmine, que nous accueillons tout de suite. Elle a vécu 1 an dans l'anorexie et elle est venue nous en parler sur le plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes étudiante et vous avez donc vécu 1 an dans une anorexie. Qu'est-ce qui vous a fait décider à venir ? En fait, l'anorexie, pour l'instant, est toujours un sujet tabou, notamment chez les jeunes et dans les familles, on n'en parle pas réellement. Du coup, pour moi, c'est un peu du militarisme de venir en parler. Merci en tout cas d'être venu et vous nous raconterez donc votre combat contre cette maladie. Mais tout de suite, nous sommes donc allés fouiller dans les placards d'une famille de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, histoire d'y chercher les aliments qui pourraient déclencher une addiction. Aujourd'hui, Myriam Guetreff, nutritionniste, fait une consultation à domicile. L'enjeu de la séance, rétablir une alimentation saine en réduisant la consommation de sucre que l'on trouve dans nos placards. Bonjour monsieur, madame Guetreff, la diététicienne. Jean-Jacques Clément, vous attendez. Enchantée. Je souhaitais vous rencontrer parce que j'ai un petit souci avec le chocolat. On le sait, on peut se faire plaisir par un petit carré de chocolat, mais après manger, une fois qu'on a pris son alimentation équilibrée, on a le petit côté plaisir. Vous allez me dire exactement comment vous organisez vos repas. Je déjeune pas le matin déjà en partant. Un plat 2 à 3 fois par semaine avec de la viande et sinon plutôt un plat végétarien. En ce moment on est en hiver donc souvent c'est une soupe. Éventuellement un petit peu de fromage et puis un yaourt. C'est normal que vous avez faim par la suite. En fait, c'est que vous ne mangez pas assez de glucides complexes, parce que normalement, notre ration est composée de 50% de glucides complexes. Dans les 50% de glucides, on peut prendre 10% de glucides simples qu'on garde pour le plaisir. Dans l'équilibre du repas, nous devons avoir en fait une crudité, un féculent, un aliment cuit, une protéine, un laitage et éventuellement un petit dessert, mais le dessert c'est que le plaisir. Par rapport à ce que j'utilise, D'accord. Voilà, c'est principalement là. Vous savez comment ça se passe pour les ingrédients ? Le premier ingrédient c'est le plus important. C'est le taux, le pourcentage, oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a plus de sucre que le cacao maigre. Oui. Par rapport à ce produit-là, il vaut mieux prendre un chocolat en poudre nature, sans sucre. Et après, si on veut, on peut sucrer Sucré au besoin. au besoin. Et parfois, on a envie de se faire plaisir avec un autre fruit qui n'est pas de saison. Bon, on peut le prendre en conserve, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que c'est des fruits qui sont mis au sirop. Un sirop de sucre. Le sucre, tout à fait. J'ai repéré que vous avez un filet de maquereau Oui, à l'italienne. oui, j'adore ça. Nous allons voir les ingrédients. Donc filet de maquereau 56% eau, concentré de tomates, c'est normal, et
sucre. Le sucre, malheureusement, on va le trouver partout. D'où l'intérêt de prendre des produits bruts et de les cuisiner soi-même. Le sucre appelle le sucre. En fait, c'est pas le sucre qui appelle le sucre, c'est que je mange quelque chose de très sucré. Bien sûr, je déclenche une sécrétion insulinique pour dégrader ce sucre. L'insuline, en fait, arrive au bout, mais elle continue à dégrader le sucre. Je me retrouve en hypoglycémie. Donc, il y a un petit relâchement. Et là, j'ai besoin du sucre. Sucre trop abondant, sucre caché, il n'est pas impossible de les réduire en choisissant les bons produits. Par exemple, le chocolat Côte d'Or, noir, chocolat noir. Et on va voir les ingrédients, la liste des ingrédients. On va remarquer que le premier ingrédient, c'est le sucre. Donc pour celui-là, par exemple, on a vraiment la pâte de cacao, beurre de cacao, et le sucre vient vraiment en dernier. Donc on a jus d'ananas clarifié, obtenu à partir de concentré, correcteur d'acidité. On n'a pas de sucre, c'est marqué contient des sucres naturellement présents, c'est-à-dire le sucre du fruit. Donc ça peut être une alternative. L'alimentation parfaite n'existait pas, mais chacun essaie de faire de son mieux. Yasmine est donc avec nous. Est-ce que pour vous, c'est important de consulter un nutritionniste? Quand on s'en rend compte, oui, pour se reprendre en main, il le faut. Et comment ça a commencé votre anorexie? Ça a commencé de façon masquée, sans que je m'en rende réellement compte. Un repas sauté, parfois on disperse la nourriture, vous savez, avec la famille pour ne pas montrer. On fait semblant de manger, mais en fait on ne mange pas réellement. On essaie de fuir les repas comme on peut. Par exemple, moi j'appelais mes parents pour leur dire que je sortais manger avec des amis alors que je mangeais par exemple une pomme. Et pourquoi vous faisiez ça? Parce que l'envie n'y était pas. L'envie psychologique, au final, n'y était pas. Et ça se ressentait aussi au niveau de mon corps, au final. Je ne ressentais pas la faim. Et qu'est-ce qui n'allait pas psychologiquement? Vous vouliez ne pas manger pour une raison particulière? C'était mon environnement à l'époque. L'environnement faisait que la nourriture faisait me dégoûter. Ce que je regardais, ce que mon image reflétait, j'avais tout le temps le besoin constant d'arranger quelque chose en moi. Et c'est par le manque de nourriture que j'arrivais à équilibrer un peu les choses. Vous vouliez maigrir donc? C'est ça. Au maximum. Jusqu'où vous avez maigri? Jusqu'au point de perdre 7 kilos en un mois. En un mois? Ouais. Et comment ça se manifestait, donc, cette anorexie dans le quotidien? Donc sauter des repas, etc. Vous comptiez vos calories? Oui. J'avais une application où je mettais chaque jour ce que je mangeais, si ça allait ou pas. Et si j'avais atteint le seuil de calories qu'il ne fallait pas que je dépasse, si j'avais les calories qu'il me fallait, ou les calories en trop. Et du coup, j'essayais toujours de faire en sorte de ne jamais dépasser. Combien de calories vous mangiez au minimum dans toute votre anorexie? Je ne m'en rappelle pas. Mais ouais. Très peu. Ouais. Et vous faisiez du sport aussi? Oui, beaucoup. Je compensais par le sport. C'était un exutoire, d'une certaine manière. J'y allais un jour sur deux, j'y passais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois, pour compenser. Et en soi, le résultat se voyait, mais c'était trop maigre au final. Vous avez perdu combien de kilos en tout? En tout, j'ai dû en perdre 15 ou 16 en 6 mois. 6-7 mois, oui. Mais en me reprenant en main plusieurs fois. Donc, vous avez été influencée par les régimes minceurs? Les régimes minceurs, mais surtout les réseaux sociaux. Ce qu'on voyait à travers les réseaux sociaux, ces mannequins qui étaient comme ça, pas 1 gramme de cellulite. Et justement, Yasmine, vous restez avec nous. Nous sommes, on les voit partout, les régimes minceurs. C'est allant en première page des magazines féminins, à la télé et dans les rayons spécialisés de toutes les librairies. Les méthodes de régime plus ou moins strictes se comptent par milliers. Dans un monde où les gens se tournent vers le manger sain, une nouvelle technique prend de plus en plus d'importance en France, le régime paléolithique. Iman Squali est traiteur et pâtissière paléo à Paris et nous l'avons rencontré. Tous les ans, l'Association de la diététique britannique, composée de 7000 professionnels, lance son top 5 des pires régimes de stars de l'année. Et en bonne place figure le régime paléolithique. Ces adeptes rêvent d'un bond dans le passé de quelques centaines de milliers d'années pour retrouver la bonne santé supposée de nos ancêtres. Concrètement, plus aucune céréale et légumineuse, plus de sucre raffiné, des fruits, des légumes, des viandes sauvages, mais surtout plus rien de transformé. Tout ce qu'il y a sur cette table, ce ne sont pas des sucreries en fait, c'est de la vraie nourriture chargée en nutriments. Donc là on va prendre de la focaccia. C'est une focaccia en fait paléo, vegan et bio qui est à base de graines de lin, de graines de chia et d'huile de coco.
Ça ressemble vraiment à du pain. En fait, c'est vraiment une très bonne alternative pour faire des toasts, pour faire des sandwichs, pour des petites bouchées comme ça quand vous recevez quelqu'un. Voilà, donc je vais prendre de la purée d'amande, c'est du beurre d'amande complète, donc d'où la couleur. Et je vais mettre des petites pistaches. Pour moi, le paléo est impérativement bio. On ne peut pas manger une pomme qui a été modifiée, etc. Voilà, même si la pomme est paléo, mais cette pomme-là n'est pas paléo pour moi. Pour certains, le manger sain devient une obsession, mais le régime paléolithique peut s'avérer bénéfique avec vigilance et modération. L'alimentation paléo n'est pas une alimentation parfaite. En fait, l'idée, c'est pas de manger parfaitement. C'est de faire son maximum pour manger le plus moins transformé, le plus sain. Et aussi, en fait, il faut s'écouter. Il y a des aliments, par exemple, on peut être allergique à la banane. Quand il y a ballonnement, il y a une erreur. Ça doit vous pousser à chercher ce que vous digérez, vous arrivez à digérer, et ce que vous n'arrivez pas à digérer. Le régime paléo partage la communauté scientifique. On souligne son côté hyperprotéiné, les carences en vitamine D qu'il peut provoquer, mais plus encore la monotonie qu'imposent ces règles strictes. Iman Squali veut proposer de la diversité. C'est vrai que ça peut sembler compliqué dans un premier temps, mais les bénéfices qu'on en tire en fait, de ce mode de vie sont tellement énormes que la contrainte stimule. Et en fait, c'est ce qui m'a moi aussi stimulée à créer K-Event Coconut et de proposer une alternative de plus en plus globale avec des produits, de plus en plus de produits aussi pour répondre en fait à ce vide parce que pour l'instant, je me sens bien seule. Nous sommes toujours avec Ilona, donc merci d'être toujours là avec nous. Comment vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème ? C'est à travers le regard de mes parents. Au final, je voyais la déception dans leurs yeux et ils se demandaient au final si c'était pas eux, si ça venait pas d'eux. Et en fait, voir toute cette tristesse dans leur regard m'a dit peut-être il y a un souci au final. Ils vous en parlaient, eux, déjà avant ? Ils m'en ont jamais réellement parlé jusqu'à un jour où ils m'ont dit est-ce que ça vient de nous ? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal pour que tu en arrives à là ? Et ça m'a brisé le cœur. Je pouvais juste pas continuer comme ça. Et je me suis dit si je leur fais autant de mal, à quoi bon ça sert tout ça ? Ils comptent tellement pour moi que je me suis dit quel a été votre premier réflexe quand vous vous êtes rendu compte ? Vous êtes allé voir un médecin peut-être ? Une psy et une nutritionniste. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? La psy m'a dit que c'était une certaine forme d'anorexie masquée, où moi-même je ne m'en rendais pas compte. Et elle m'a conseillé aussi d'aller voir la nutritionniste, qui elle m'a fait un régime sain et en même temps assez équilibré, pour que je puisse reprendre les kilos que j'avais énormément perdus, tout en restant un tant soit peu comme je le voulais. Ça a été facile de se remettre dans la vie normale, de la nourriture normale ? Psychologiquement, non. Psychologiquement, ça a été très compliqué. Il y a eu des fois où je pétais un câble toute seule parce que c'était trop, où j'avais envie juste de toute la nourriture que j'avais ingurgitée, même si c'était pas énorme. J'avais juste envie de la lâcher et de recontinuer. Mais ça se voyait avec déjà ma santé qui se dégradait et je pouvais juste pas lâcher prise. Est-ce que vous avez réussi, votre santé avait combien de temps pour se réguler ? Après, quand j'ai commencé à suivre le régime et que je l'ai bien appliqué comme il le fallait, ça a pris 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi ? Oui. Pour récupérer tous vos kilos ? Oui, en respectant comme il le fallait, c'est-à-dire que mes parents faisaient les policiers. Comment vous imaginez le futur plus tard, quand vous aurez totalement terminé avec... J'espère juste continuer comme ça et ne pas trop prendre et ne pas trop perdre. Et vous avez encore des séquelles ? Oui. Ouais. C'est-à-dire quand je stresse trop, il n'y a plus de faim qui se manifeste, j'ai plus du tout faim. Par exemple aux examens ou quoi, j'ai pas du tout faim. Mais en même temps, non, je dois me forcer. C'est-à-dire que là, mes parents sont un peu loin, du coup mes potes prennent la relève et me forcent à manger. Et parfois, j'ai juste envie de relâcher prise. Mais non, parce que sinon mon corps va me lâcher au final. Et j'ai déjà vécu ça et j'ai pas envie de revivre ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yasmine d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre témoignage. C'est la fin de cette émission et merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel numéro d'Obsesse.